chers amis internautes, bonsoir. C'est une émission un peu spéciale que nous allons vous proposer ce soir, hors des sentiers battus. Je remercie chaleureusement mon invité de bien vouloir partager avec nous ce sujet qui lui tient à cœur et qu'il maîtrise parfaitement. Il s'agit d'une approche originale de notre entrée dans l'ère du Verseau. De l'Antiquité, en passant par Carl Jung, le symbolisme de Washington, Donald Trump, son thème astral, ses chiffres clés, Elon Musk, Robert Kennedy Jr., l'intelligence artificielle, il tire le fil de la pelote, et ce, en 1 heure. Un petit peu plus vient de nous accorder Éric Pantana. Bonsoir François-Marie Perrier. Bonsoir Jacqueline, merci de me recevoir et bonsoir à tous. Alors, je t'ai annoncé en tant qu'écrivain et photographe, mais tu as bien d'autres cordes à ton arc. Et déjà, nous nous sommes retrouvés sur une même liste électorale pour les européennes. Tu as contribué avec un grand dévouement aux actions menées l'année dernière contre la signature de l'accord sur les pandémies. On avait fait une émission ensemble, par 2 fois d'ailleurs, à ce sujet. Et je te laisse compléter ce que je n'ai pas dit sur ton CV, qui est quand même très fourni. Je te laisse compléter. Alors, oui, j'ai une formation littéraire, j'ai été enseignant pendant pas mal d'années, professeur titulaire de l'éducation nationale. J'ai démissionné pour essayer de vivre de la photographie, de l'écriture. J'ai réalisé pas mal de reportages, j'ai fait du journalisme aussi audio, écrit. J'ai été guide de voyage dans le monde, en Inde, au Proche-Orient, en Europe, en Amérique centrale. Et j'ai travaillé aussi dans l'éducation alternative, j'ai monté des structures de commerce équitable, dans la culture, dans le bio, tourisme solidaire, et je suis engagé dans la finance éthique. Et depuis, en gros, maintenant, une quinzaine d'années, je me consacre à la photo, à l'écriture, effectivement. Et à Grenoble, j'ai une galerie café bioéquitable, voilà, depuis une dizaine d'années, où j'organise des expositions, des concerts, des conférences. Et voilà, un lieu qui est très vivant. Mais c'est vrai que j'ai écrit beaucoup de livres autour de l'histoire des civilisations, et dont une recherche sur l'histoire des premiers chrétiens à la rencontre de l'Orient, et qui est soutenue par Edgar Morin. Mais j'ai aussi beaucoup réfléchi sur le Graal, sur les origines du Graal, sur les destins de l'humanité, et ça, on va en parler. On va en reparler, et d'autant plus qu'habituellement, on segmente les savoirs. Et avec toi, François-Marie Perrier, on a la chance d'avoir une synthèse de ce passage de l'ère des poissons à l'ère du Verseau que nous vivons actuellement. Alors, nous allons t'écouter avec beaucoup d'attention, moi la première, et tu as prévu tout un tas de photos qui sont montées en PowerPoint, qui vont accompagner ton discours et qui vont nous fixer un peu les idées. On t'écoute. Oui, tout à fait. La régie, la première photo peut-être. Merci, mais tu commences quand tu veux. Oui, alors, en fait, je citais Edgar Morin. Bon, il y a des points de vue auxquels je ne soucie pas forcément, mais c'est quand même quelqu'un qui a gardé quand même une liberté d'expression, qui d'ailleurs a été attaqué pour ça, souvent. Mais Edgar Morin parle de la pensée complexe. La pensée complexe, c'est qu'il n'y a pas une seule idéologie, une seule approche pour comprendre les phénomènes historiques et les civilisations, mais il y en a plusieurs. Il y a l'histoire, il y a la philosophie, il y a la sociologie, il y a l'iconographie, il y a les langues, il y a la génétique. Voilà. Il y en a d'autres. Il y a aussi l'intuition. On a un cerveau gauche, on a un cerveau droit. On peut avoir l'inspiration. D'autres fois, ça peut être de la recherche archéologique. Et il est capital de faire converger ces différentes approches. Les anciens Grecs, tu vois, parlaient de la philosophie, qui est l'usage de la raison, de l'histoire, hein, qui est l'usage de la mémoire et de l'expérience des faits, et puis de la poésie. Mais dans la poésie, ça incluait aussi l'inspiration, le rêve, le mythe, tout ce qui était en fait utilisation de l'âme. Voilà. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que pour accéder au réel, hein, eh bien, on est un petit peu comme les aveugles dans la parabole de l'éléphant en Inde. Il y a 6 aveugles qui se cognent un éléphant. Chacun croit détenir la vérité parce qu'il en touche un bout, la trompe, la queue, les pattes, etc. Ils le comparent tous à des choses différentes. Personne ne s'écoute
personne n'est d'accord, mais lorsqu'ils s'écoutent, d'un coup, ils arrivent à reconstituer l'éléphant. Voilà. Bon. Et, voilà. Et donc, faut faire un petit peu comme ça. Alors, On parle aussi beaucoup de Carl Jung, concernant, père de la psychologie oui, analytique. oui, alors, lui, il appelait ça la psychologie des profondeurs. C'était un disciple de Freud, mais il s'est détaché de Freud parce qu'il s'est rendu de façon expérimentale, parce qu'il n'avait pas d'idéologie justement, qu'il y avait une partie qu'on appelait l'inconscient collectif et qui était connectée à toute une mémoire avec un réservoir d'archétypes, un peu ce que Platon appelle les idées pures, hein, un peu le monde réel, hein, le monde des idées pures. Voilà. Mais Jung aussi a beaucoup parlé de l'anima et de l'animus, c'est-à-dire que la femme possède une partie masculine, animus, l'homme une partie féminine, anima. Oui, L'idée, c'est de faire la conjonction des deux. C'est oui, pour ça que, à côté du portrait de Carl Gustav Jung, j'ai mis Mysterium Conjunctionis, c'est le mariage alchimique du masculin et du féminin, hein, qui est un des plus grands idéaux. On a tous un peu l'idéal de rencontrer le grand amour, de rencontrer l'âme sœur, ou de s'unir avec quelque chose de supérieur. Et Jung a dit que dans l'ère du Verseau, qui commence, il était capital de faire la réconciliation des opposés. Sans quoi nous allions au-devant de graves catastrophes. Qu'est-ce que c'est la réconciliation des opposés? C'est réconcilier le masculin et le féminin au lieu de les opposer, hein, oui, par des manipulations sociétales. C'est réconcilier les religions, c'est réconcilier la science et la spiritualité, c'est réconcilier la tradition et l'innovation, hein, ne pas être enquisté dans des choses réactionnaires, mais garder des valeurs traditionnelles. Voilà. Et si on ne fait pas ça, on va tout faire exploser. Et ce qui caractérise justement notre période depuis quelques dizaines d'années, c'est qu'on fait exploser tous les sanctuaires. On fait exploser l'atome, on fait exploser l'identité oui, individuelle, hein, l'identité sexuelle, on fait exploser l'identité des peuples. Voilà. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est la fission, la séparation diabolos. Hein, faire tout exploser, et ça déclenche des réactions en chaîne. Et Jung dit qu'il faut faire exactement le contraire. Alors, avant de rentrer plus avant dans cette démonstration, d'abord, l'ère du Verseau. Il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, l'ère du Verseau, c'est dans le futur, ça a déjà commencé, c'est maintenant. Bon, en fait, c'est comme une saison. Hein. Ce sont des aires zodiacales que même les astronomes reconnaissent parce que c'est le mouvement du ciel par rapport à la oui, Terre. Et ça dure 2000, alors 2120 ans, hein, et en tout, on a des cycles cosmiques qui font 2520 ans. Donc c'est un peu plus, je crois que c'est 2160 ans. Bon, bref. Et donc c'est comme une saison. Hein. Là, on est en train de rentrer peu à peu dans le printemps. Les jours augmentent, il fait plus chaud, etc. Hein. Et on voit bien qu'on va vers le printemps. Hein. Et il y a des oui. bouts du printemps qui commencent à se voir. Hein. La neige ne va pas fondre tout entière le 21 mars et puis les fleurs vont pousser. Non, c'est progressif. Donc, ces débats par rapport à la date précise d'entrée dans le Verseau sont un petit peu vains. Hein. Sûr. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà. Tout, voilà. C'est comme quand on passe de l'enfance à l'adolescence, hein, c'est progressif. Voilà. C'est progressif. Et en revanche, il y a eu un grand événement quand même entre le 4 et le 5 février 1962, il y a eu 7 planètes dans le signe du Verseau. Et les années 60 ont quand même été des années de bouleversements sociétaux immenses, hein, où pour la première fois, on a remis en question les structures sociales, les parents. Il y a eu mai 68, hein, il y a eu, voilà, ça a énormément changé les années 60. Hein, voilà. Mais on va parler de tout ça. Voilà, donc pour poser l'ère du Verseau. Et alors, Jung, dans Aion, c'est la troisième photographie, dans Oui, Aion, une œuvre qu'il a écrite plutôt vers la fin de sa vie, Jung c'est 1875-1961, je crois. oui, je crois. Jung dit que eh bien, l'ère des poissons, la fin de l'ère des poissons sera semblable au début de l'ère des poissons, avec Et, l'effondrement d'un grand empire, de grands et bouleversements et l'apparition d'une nouvelle religion. Voilà. Et donc, il parle de l'énantiodromie. L'énantiodromie, c'est la course non contraire, hein, vers
son opposé. C'est D'accord. comme un cycle qui se termine, voilà. Et donc, ça c'est très important parce que aujourd'hui, Est-ce on voit qu'on est dans un balquement sociétal. Oui. Pardon, est-ce que c'est circulaire ou linéaire? Alors, en fait, c'est un peu un mécanisme en spirale. C'est pour ça, dans le titre, tu viens de me poser la question, dans le titre, j'ai mis nous vivons une ère de révélation et de révolution. Mais tu vois, le terme révolution, pour les astres, ça décrit quelque chose de circulaire. Tout à Hein. fait. Oui, Mais comme un arbre, chaque année, il va à nouveau avoir des fleurs, des fruits, mais ça n'est plus le même arbre. Hein. oui, oui, Il a oui. été un summum, voilà. Donc c'est à la fois circulaire, mais il y a quand même quelque chose de linéaire. Donc je dirais que c'est une spirale ascensionnelle et ensuite qui va diminuer. Et donc, Jung dit attention, parce que l'ère du Verseau, si on ne fait pas la réconciliation des opposés, hein, il a eu une vision quelques semaines avant de décéder, quelques mois avant de décéder, hein, où il voyait les 3/4 de la Terre détruite. Il disait le Verseau enflamme les forces vives de Lucifer. C'est-à-dire qu'en fait, le problème du Verseau, c'est l'opposition. Hein. C'est-à-dire, il est associé à l'ange, hein, Oui, dans le quaternaire, il est opposé au lion, et le Verseau symbolise à la fois le meilleur et le pire. C'est l'ange, mais qui veut faire l'ange fait la bête. Alors on va y revenir justement. Hein. Voilà. d'accord. La quatrième photo, c'est le livre qui résume des années de recherche. Quest, ça Le c'est la tien, version courte poche c'est de le l'ère tien. du Verseau au Verseau. C'est la quête vers l'ouest et à ce niveau-là, la Bretagne a un rôle à jouer important aussi parce que c'est le mouvement du soleil. Hein, et c'est là où on continue de se souvenir de son âme. C'est pas pour rien que beaucoup de Français voient dans la Bretagne comme un refuge de la magie et de l'âme des peuples. Et ça suit aussi un méridien sacré qu'on va voir. Voilà. Donc on peut passer à la suite. Voilà. Alors, on parlait voilà de la parfait. On parlait de la réconciliation des opposés et on est dans une ère de révélation et de révolution. Et révélation en grec, ça se traduit par apocalypse. Bon. Mm. Et on voit que dans le symbolisme qu'on vit actuellement, le serpent est extrêmement présent. D'ailleurs, on est dans l'année du serpent de bois, Oui, cette année. Hein. Et dans la révélation, c'est la de l'Apocalypse, on a le combat entre l'ange et le serpent. Bon, ça peut être un combat, ça peut être aussi une sublimation, comme le cas du ciel Mercure. Et cette ligne, Apollon-Saint-Michel, on voit qu'elle part de Terre Sainte, elle part de la plaine de Arméguido, qui a donné Armageddon, le lieu oui, de l'affrontement final entre l'ombre et la lumière, Saint-Michel et voilà. Saint-Michel et le serpent, qu'on avait aussi le grand dragon. L'an passé, on était dans la nuit du dragon. Hein. Draconos, c'est le même mot en grec, dragon, oui, serpent. Et ça va traverser des lieux qui avant étaient dédiés à Apollon, qui lui-même avait triomphé du serpent à Delphes pour libérer la Pythie. Et comme ça, on passe donc à Delphes et puis au Monte San Angelo, c'est dans le Gargano, ouais, dans les Pouilles. Puis on arrive à Pérugia, Sienne, la Sagra di San Michele qui est à côté de Turin. oui, On passe au Mont Saint-Michel et puis on arrive à Saint-Michael-Mont et à Skellig-Michael qui est une île, un îlot où s'étaient réfugiés des moines, hein, un monastère dans une île où a été tourné d'ailleurs un épisode de la guerre des étoiles, assez récent. Et on est vraiment dans cette situation-là parce qu'aujourd'hui, entre l'OMS symbolisé par le serpent, oui, entre l'ADN, la manipulation de l'ADN hein, avec les 2 serpents enroulés, oui, avec, avec les vaccins, avec le graphène, hein, avec la molécule 666, oui. Le nombre de et l'abeille. l'intelligence artificielle. Voilà, avec l'intelligence artificielle, on est vraiment en train de faire un choix entre d'un côté le cerveau reptilien, qui cherche à nous apporter la sécurité, l'agression, la fuite, le calcul, tout ce qui est artificiel finalement, tout ce qui est instinctif, et l'ange. Et l'ange, en grec, ça veut dire le messager, celui qui transmet l'information, qui est au service d'une volonté supérieure. Voilà, donc on est vraiment dans cette situation-là, et voilà, donc on est vraiment dans l'idée aussi, idéalement, il faudrait réconcilier le ciel, symbolisé par l'ange, et la terre, symbolisée par le serpent. Voilà. Mais lorsqu'on ne veut pas réconcilier les deux, eh bien c'est le clash et c'est l'affrontement inévitable. Voilà. Bien sûr. Le chaos.
Voilà, ça peut être, voilà, c'est-à-dire que justement, tout à fait, le serpent est associé aux forces du chaos, hein, c'est l'animal primordial, et ce qui fait sortir du chaos, c'est le logos. Et l'ange est le porteur du logos, hein, qui apporte l'ange Raphaël, l'ange Michael, etc., Oui, hein, l'ange Gabriel, qui fait connaître la parole. Et ce logos va ramener de l'ordre du cosmos dans le chaos. Et ça va permettre de dépasser le scénario de tragédie, la tragédie qui vient de la démesure, l'oubris, dont on parle dans la tragédie grecque, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut témoigner, qu'il faut parler, parce qu'on cherche à créer le chaos par l'hypnose, par la peur, hein, en faisant exploser nos structures mentales. Tout à fait. Et le cerveau est un labyrinthe, hein. Quand on manipule le cerveau des gens, qu'on les perd, hein, dans le labyrinthe du cerveau, après, au centre du cerveau, il y a le minotaure, hein, qui est la bête qui nous dévore. On se perd au lieu d'être dans le cœur. Le cœur est un mandala, le cerveau est un labyrinthe. mais c'est ce que dit Jung, il faut pénétrer au plus profond de sa conscience, de l'inconscient justement, en partant des couches superficielles et puis en approfondissant son, le plus profond de soi pour arriver à Et savoir qui on est. voilà, le processus d'individuation Voilà, merci. contre, contre la banalisation. Alors, il y a quelqu'un qui connaît Jung sur le bout des doigts, c'est Raphaël Yodra, le coureur de la liberté. Je ne sais pas si tu l'as déjà reçu. Mais Non, sur Jung, il est complètement extraordinaire, hein. Sur Jung et la pensée grecque, il est extraordinaire. Il est vraiment incroyable, incroyable. on pensera Voilà. à lui. Merci. Oui, oui, ah oui, oui, il est fabuleux sur la mythologie, sur Jung, sur la pensée grecque. Donc, il n'a aucun diplôme, hein, mais il connaît ça sur le bout des doigts. Oui. Voilà, donc, et on est vraiment dans cette situation-là. On voit que l'OMS, hein, dont le symbole est le serpent, cherche à Oui. enserrer le monde dans ses anneaux. On parlait de vaccination en anneaux, hein, et la piqûre du serpent, l'étouffement, l'hypnotisme. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on va arriver peu à peu à la. Voilà. Ce que devient le peuple, enfin les gens en majorité, complètement hypnotisés par la doxa. Voilà. Et la présence des écrans, c'est intéressant parce que tu sais, dans l'Apocalypse de Jean, il y a cette fameuse phrase, hein, il sera donné le pouvoir à la bête d'animer l'image et de la faire parler. Bon. Et Mais en alors, je fait, crois que la première fréquence de radio, hein, c'était 666 Hertz. Bon, moi, je ne suis pas contre le progrès, hein, évidemment, tout dépend de ce qu'on en fait, bien sûr, et c'est à toujours quel prix ouais. et pour l'environnement. Mais voilà, il y a quand même des signes. Alors, les poissons, donc c'est le. Alors, on dit que pour chaque grande ère astrologique, il y a un instructeur qui vient apporter un enseignement fondamental. C'est un peu comme si on changeait de classe, comme si l'humanité entière changeait de classe à chaque fois qu'on rentre dans une ère, hein, et avec des leçons fondamentales à apprendre. Et dans l'ère du poisson, on est dans les valeurs bouddhiques et chrétiennes, Sauf c'est-à-dire les qu'on peut valeurs pas de compassion. redoubler. On peut pas redoubler là, si on suit pas. Alors, bon, si, enfin, disons, on peut toujours redoubler. Après, je veux dire, si effectivement il y a de grands changements, ça risque d'être compliqué, quoi. Voilà. Mmh. Euh, c'est comme un peu une mise à jour, mais c'est là qu'il faut faire attention parce que justement, les changements civilisationnels et technologiques peuvent être extrêmement éblouissants, mais quels que soient les mirages et les miracles, hein, d'ailleurs, on dit souvent que l'antéchrist produira beaucoup de miracles en se faisant prendre pour le Christ, pour Dieu, hein. Mais justement, quels que soient tous les mirages et tous les miracles que l'intelligence artificielle donne, que la technique, que tout ça donne, tout ça, en définitive, ça va nous éloigner de notre propre connexion à nous-mêmes. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire qu'en étant connecté à nous-mêmes, on est directement connecté à la création naturelle, Mmh. où Dieu est présent partout, hein, dans l'arbre, dans les animaux, dans les éléments, etc. Et on est connecté aussi à l'intérieur de nous. Voilà. Et c'est ça le piège du transhumanisme, de l'intelligence artificielle, de la génétique. Ils nous promettent
le triomphe, le succès, la beauté, la santé, l'intelligence, mais à condition finalement de renoncer à nous-mêmes. Et en cliquant comme ça sur une touche, on a l'impression qu'on devient un génie, mais finalement, on ne sait plus rien faire. Donc finalement, c'est assez dérisoire, quoi, parce que voilà. Donc c'est vraiment cette idée de Mais tentation et de. je pense que tu dois penser la même chose. Le pouvoir qu'on a soi-même en plongeant à l'intérieur de soi et en étant aligné, comme on dit, ou en accord avec l'univers, avec Dieu, on a des pouvoirs bien supérieurs à ceux de l'intelligence artificielle. Alors, ce qui est fascinant et qui peut être utile d'ailleurs, hein, c'est d'accéder très vite à une synthèse de beaucoup de connaissances. En revanche, si on demande à l'intelligence artificielle euh, quelle est la vérité sur les vaccins, quelle est la vérité sur Emmanuel Macron, est-ce qu'il faut se faire vacciner, est-ce que ceux qui nous gouvernent veulent notre bien, etc. On verra que l'intelligence artificielle, très vite, elle va. Ah, il y a des petits blancs. L'intelligence artificielle ment. Voilà. Ouais. Hein. Alors, évidemment, il y a différents types d'intelligence artificielle. Il y a différents. Moi, j'ai un ami qui partage nos points de vue, tout ça, qui en utilise 3. Hein. Oui. Mais par contre, ça sera toujours extrêmement, comment dire, extrêmement prudent, parce que derrière, il y a le risque de censure et d'interdiction. Hein. Et les révélations, l'intuition, les signaux faibles que captera un bon enquêteur, quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui a rencontré des gens, quelqu'un qui a traîné ses guêtres de partout dans le monde, qui a rencontré toutes sortes de personnes, qui a bossé aux urgences ou qui allait traîner dans tous les endroits, qui a rencontré des tas de personnes. Cette personne-là, elle va capter en quelques secondes une personne, hein, une situation. Ça, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles. Hein, et ça, l'intelligence artificielle ne peut pas l'avoir. Voilà. Elle n'a Et pas ça, d'intuition. Excuse-moi, oui. C'est l'intuition que n'a pas l'intelligence artificielle. Voilà. L'intuition, c'est, bon, on peut être branché directement, mais après, on ne connaît pas nos vies antérieures, etc. Mais c'est aussi l'expérience. Et c'est justement la synthèse dont je parlais au début, la synthèse entre l'histoire et l'expérience, entre la raison et la police, c'est-à-dire l'intuition. Hein, voilà. Et donc, effectivement, ça, l'intelligence artificielle ne peut pas le donner. Et qui plus est, voilà, il y a aussi ce que nous apporte l'art, c'est-à-dire qu'une musique, une poésie, une peinture, quelques notes peuvent nous faire comprendre Un parfum. excuse-moi, Un parfum un aussi. parcours, voilà, deux regards qui se croisent peuvent se communiquer le secret de l'univers comme ça en un instant, Oui. et on peut tout comprendre, et en plus c'est sensible. Et Oui. ça, personne ne peut le pirater, personne peut nous voler ce secret parce que c'est le vécu. Voilà, c'est la capacité d'être centré sur nous. Voilà. Et donc ça, c'est tout finalement. Moi, je suis à Grenoble. Hein. À Grenoble, il y a un collectif qui a beaucoup alerté sur les dangers du transhumanisme, de l'IA, tous ces pièces et main-d'œuvre. Ils ont écrit des livres comme Le Manifeste des chimpanzés du futur, hein, allusion à une phrase de Laurent Alexandre, ceux qui refuseront de s'adapter deviendront les chimpanzés du futur. D'accord. Hein, parce que les autres seront augmentés. Oui. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment la ville du transhumanisme, Grenoble. Hein. Il y a des cliniques enfin voilà, c'est une base de chercheurs en intelligence artificielle, tout ça. Et donc, on est au cœur de ça. Et en même temps, on voit l'extrême naïveté des chercheurs en intelligence artificielle dans la génétique, dans le transhumanisme, concernant des questions comme le vaccin, comme le wokisme, comme la situation dans le monde, comme la géopolitique. C'est-à-dire ces gens-là ont un aveuglement extraordinaire parce qu'ils n'utilisent que leur cerveau gauche, justement. Et parce que aussi, il y a cette idée, cet orgueil de penser tenir toute la vérité, parce Oui. que la science, c'est la nouvelle religion. D'accord. On continue sur ton diaporama. Voilà. Donc l'image suivante, je ne sais pas si tu l'as sous les yeux, si la régie veut bien nous la proposer. Ouais, alors sinon, ah oui, alors c'est Pluton. Pluton, ça c'est important. Hein. Alors,
peut-être d'abord le signe du Verseau. Enfin, on peut en parler comme ça, hein, parce qu'on voit un petit peu. Alors, c'est possible d'avoir Oui, la précédente. Voilà, parce qu'en fait, voilà, merci. Voilà, donc là, c'est le signe du Verseau. Le signe des Poissons, c'est un signe double, c'est un signe un peu fusionnel. C'est le signe de l'amour absolu, des valeurs christiques, des valeurs du bouddhisme, de communier avec l'univers par l'amour, par le sacrifice, etc. On voit que le Verseau, alors d'abord, ça va en sens inverse, hein, les aires zodiacales par rapport au zodiaque. C'est-à-dire qu'il y a la spirale humaine et la spirale cosmique, hein, et on se croise. Le Verseau, on voit un vieillard, mais parfois c'est un jeune homme qui verse l'eau en dehors de l'amphore. Ça oui, symbolise la révélation de ce qui est caché, la révélation des énergies. Et c'est très fort parce que la planète correspondant au Verseau, hein, c'est Uranus, et Uranus, c'est l'uranium. L'uranium, c'est le nucléaire. ouais. Et c'est la découverte, toutes les découvertes archéologiques à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, hein, mais surtout au XIXe siècle, à partir de la découverte d'Uranus en 1781, entre la Révolution américaine et la Révolution française. Uranus qui gouverne le Verseau est le signe des révolutions, des deux grandes révolutions qui ont changé le monde, la Révolution française et la Révolution américaine, avec le renversement de l'ancien ordre qu'on va voir après, hein. Et donc ce symbole du Verseau, il est très fort, parce qu'on a aussi la montée des eaux, Oui, on a l'idée peut-être de nouveaux déluges, on a l'idée qu'il n'est rien de caché qui ne sera révélé, hein, et vraiment ce symbolisme, tout est découvert, hein, c'est-à-dire qu'on a exploré l'atome, on explore le génome, on explore l'archéologie, on explore l'infiniment petit, l'infiniment grand, hein. Toutes les connaissances sortent, et à travers oui, Internet, eh bien c'est là ça. aussi, le Verseau, c'est un téléversé, comme on dit au Québec, télécharger, le flux, etc. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette idée où tout apparaît, hein, et on est vraiment à la fin de l'ère parce que on doit tout savoir pour pouvoir faire des choix. Parce qu'on arrive Oui, quelque part à ce moment du jugement dernier et on ne peut juger que quelqu'un de responsable. Et aujourd'hui, on peut avoir accès à toutes les connaissances et faire oui, des choix. Et à côté, on a Pluton. Pourquoi Pluton? Parce que Pluton est en train de rentrer en Verseau. Là, on voit Pluton en train d'enlever Proserpine, hein, sur une oui, licorne d'ailleurs, une licorne un peu bizarre, hein. oui, Un symbole très présent aujourd'hui dans le wokisme, hein, qui est un très bon symbole à la base, mais voilà, comme tout symbole, il est double. Pluton rentre en Verseau. Pluton, c'est la planète des enfers, c'est le riche, il gouverne la finance, etc. Il rentre en Verseau, c'est-à-dire euh, qu'il va nous obliger à voir les enfers du monde. Il va amener de grandes métamorphoses. On va être obligé de traverser les enfers. Certains vont traverser les enfers, hein, si on résiste. Mais les enfers, c'est juste voir son ombre. Et ça, Jung en parlait beaucoup. Donc, on va être obligé de voir ça. Et donc, Plutos, en grec, ça veut dire le riche, hein, la plutocratie, le pouvoir des riches. Et les riches qui nous font vivre. Enfin, j'ai rien contre la richesse, hein, une richesse bien acquise et bien dépensée, j'ai zéro problème avec ça. Voilà. Le problème, c'est qu'une grande partie des richesses du monde est quand même mal acquise, hein. Les choses qui enrichissent le plus vite, c'est la drogue, c'est les armes, c'est le trafic d'art. Voilà, et c'est aussi tout ce qui détruit le monde, hein, les hydrocarbures, le plutonium, hein, oui, plutonium, qui menace de déclencher les enfers sur la Terre. Bon. Mais en tout cas, donc, on assiste aujourd'hui à un retour des plutocrates, hein. On voit quand même qu'aujourd'hui aux États-Unis, Musk, c'est quand même l'homme le plus riche du monde, qui est à la tête des États-Unis. Trump, qui est un milliardaire, hein. oui, Voilà, donc quelque part, cette plutocratie, Pluton en Verseau, hein, c'est vraiment là. Et le Verseau, il gouverne aussi les nouvelles technologies, les grands changements, les grands mouvements de peuple, et ça, on va le voir tout de suite. oui, Avec les poissons, hein. Les poissons, c'est aussi les grands mouvements de peuple, mais le Verseau, c'est vraiment les grands changements, les crises, etc. Alors, ici, j'ai mis ce symbolisme de l'Ancien Régime, parce que, bon, il ne faut pas idéaliser l'Ancien Régime, hein. La Révolution a fait des choses terribles, on en sait quelque chose dans l'Ouest, en Vendée, etc. On connaît les crimes de la Révolution, je ne vais pas les nier, non, mais les aristocrates vivaient quand même à l'inverse du message du Christ. Quand on prend l'Évangile, et quand on prend l'Ancien Régime, hein, les châteaux, les beaux costumes, les diamants, tout ça, ils oui, vivaient à l'inverse du message du Christ. Voilà. Donc moi, j'essaie d'être chrétien en tout cas, mais
Donc, et on voit le peuple qui portait l'aristocratie qui là aussi n'était pas une aristocratie de droit divin, parce que les dynasties franques, burgondes, wisigothes, tous ceux qui avaient les Normands, tous ceux qui avaient fait les dynasties royales, en fait, c'était des envahisseurs qui Oui, étaient arrivés par vagues successives à la fin de l'Empire romain, qui se sont entendus avec l'Église romaine, hein, pour gouverner le peuple, mais exactement comme ça s'est passé dans le monde musulman entre les religieux et les envahisseurs, oui, qui soient arabes, turcs, afghans, persans, etc. Voilà, et c'est pareil dans l'hindouisme. Voilà, hein. d'accord. Bon. En revanche, il y a toujours eu des aristocrates qui étaient de bonnes personnes, qui ont protégé la vraie Heureusement. religion, etc. Voilà, hein. Mais en tout cas, le peuple qui était le seul à travailler, hein, portait effectivement les deux autres castes, et ça a amené les deux autres classes, et ça a amené à la Révolution française, qui était une révolution bourgeoise, on va le voir, une révolution libérale. Alors là, le serpent, on anticipe un peu sur la révolution américaine, où en fait, un des fondateurs, hein, disait soit les colonies américaines se joignent, soit elles vont mourir. C'est-à-dire qu'il fallait Oui, faire l'union sacrée. Et j'ai trouvé ça, et du coup, c'est marrant parce que c'était le serpent aussi. Il faut savoir que chez les francs-maçons, on donne souvent une acception beaucoup plus positive au serpent, un peu dans le sens gnostique, où c'est vu comme le symbole de la connaissance. Voilà, hein. Le serpent est double, hein. Voilà. Mais en tout cas, alors, je ne sais pas si c'était en lien avec ça ou si c'était juste une image qu'il ne faut pas surinterpréter. Voilà. Donc on peut passer aux autres diapositives là, parce que justement, qu'est-ce qui s'est passé lorsque pour la première fois dans l'histoire, hein, une fois j'étais aux États-Unis, j'étais à San Francisco, on peut monter encore un petit peu. Voilà. J'étais à San Francisco, et puis dans un pub, et là je parle avec des jeunes Américains, ils me disent la Révolution française a été l'événement le plus important de l'histoire humaine. Parce que pour la première fois, un peuple a renversé l'ancien régime. oui, On va voir que c'était une révolution bourgeoise, bien sûr, mais en même temps, il y avait les sans-culottes, etc. Et alors, la révolution américaine a renversé le gouvernement britannique, mais ce n'était pas une révolution populaire. C'était là aussi une révolution de colons, hein, qui voulaient leur indépendance. Voilà. Et la révolution française était quand même plus une révolution populaire, mais là aussi, ça a été une révolution libérale. Et donc, pour la première fois, il y a eu ce renversement où la religion et l'aristocratie ont été remplacées par la troisième classe qui est la classe bourgeoise des marchands. Voilà. Mais après, évidemment, ça a amené d'autres réactions, hein, et on va comprendre pourquoi je parle de tout ça, parce qu'aujourd'hui, justement, on arrive un peu à l'exacerbation de toutes les tendances. Donc, on peut voir les diapositives successives pour voir comment. Voilà. Donc, à gauche, c'est Adam Smith, le monsieur avec la perruque, c'est Adam Smith, celui qui a parlé du fameux effet ruissellement, où si les riches s'enrichissent, tout naturellement, ça va dégouliner sur les autres, parce qu'une fois que la coupe est pleine, comme dans une fontaine de champagne, eh bien, les autres vont recevoir le champagne. on Sauf profite. que, qu'on soit capitaliste ou qu'on soit un dictateur, etc., peu importe, hein, mais souvent, on aime bien accumuler. Donc, on prend la coupe, on la boit vite ou on la met de côté et on garde le champagne pour nous. Donc, l'effet du ruissellement, ça marche rarement. On voit bien, hein, que voilà. Euh, on voit bien avec l'Union européenne qu'on a dit aussi, voilà, si on fait le libre-échange dans l'Union européenne, ça va forcément retomber sur les peuples. Pas On du voit tout. bien que finalement, voilà, ça ne retombe pas. Donc, pour aller contre le libéralisme et le capitalisme, il y a eu Marx et Engels, hein, Oui, qu'on voit à droite d'Adam Smith. Et eux, ils ont dit, bon, on a eu l'Ancien Régime, la révolution libérale bourgeoise a fait tomber l'Ancien Régime, ça a été la dictature du capitalisme finalement, hein. Euh, Rappelons-nous que Napoléon a rétabli l'esclavage que la Révolution française avait aboli, hein. Et oui, pour ceux qui disent que les conquêtes coloniales, c'est uniquement sous la République, non, c'est pas vrai. Le commerce triangulaire, hein, c'était sous l'Ancien Régime, hein, que ce soit le Portugal, la France, l'Espagne. Le commerce triangulaire, c'était le XVIe siècle, c'était le XVIIe siècle. Voilà. La Louisiane, c'était la terre de Louis XIV. Donc l'Ancien Régime a fait du colonialisme et de l'esclavagisme massif.
Et là aussi, c'était pas la volonté divine. Et le capitalisme a continué. Hein, et du coup, contre ça, contre le servage, contre tout ça, il y a eu la théorie du communisme. On s'est dit, il faut la dictature du prolétariat. Bon. Ensuite, pour nous protéger à la fois de l'ancien régime, du capitalisme et du communisme, il y a eu les dictatures fascistes. Et on dit, nous, on est socialiste, mais on est national-socialiste. On n'est pas pour l'international socialiste. Oui. Parce qu'on veut garder notre identité, on veut protéger nos frontières, on veut se protéger du communisme qui détruit la religion, qui exproprie, qui veut tout détruire, hein, qui veut faire table rase du passé. Ça va être extrêmement violent. Déjà, la Révolution française avait eu des violences totalement folles, hein, à l'époque de la Terreur, les guerres de Vendée, voilà, on parle de génocide vendéen. D'ailleurs, Marx et Engels se sont beaucoup inspirés du génocide vendéen, hein, voilà, contre l'Ukraine, enfin, pas Marx et Engels, ça c'était avant, mais ils ont appelé à détruire totalement, ils ont appelé à faire des génocides des peuples réactionnaires, comme les Bretons, les Vendéens, comme les Basques, comme les Écossais. Hein, donc voilà. Le génocide, il y avait des génocides faits par l'Ancien Régime, des génocides faits par les fascistes, par les communistes, voilà, et faits par certains religieux aussi. Bon. Et donc tout ça, ce sont les mirages du Verseau. C'est-à-dire que le problème du Verseau, il veut faire table rase du passé. Il veut couper la tête au lion et au roi. Hein. Le lion, c'est le signe opposé au Verseau, le signe de l'été. Le lion, c'est le signe royal, du Oui. moi-je. Et le Verseau, c'est le signe qui dit, moi, je vais apporter le paradis sur terre, suivez-moi. Il veut faire l'ange, il dit, ça va être le bonheur partout grâce au capitalisme, grâce à la révolution, grâce au nationalisme ou grâce aux religions. Et c'est pour ça que j'ai mis des images de fanatiques religieux. Oui. Parce que ces idéologies du Verseau, ça produit des foules sans visage, de l'anonymat, où ce sont des idéologies, on dit tout le monde est égal. C'est vrai, dans le capitalisme, tout le monde a sa chance, dans le fascisme, on est tous frères, dans le communisme, pareil, Dans la religion dans la aussi. religion, pareil. Voilà, hein, on est tous frères, on va revenir à la pureté première, etc. Hein, de toutes les religions que ce soit, mais en réalité, on voit bien que c'est une oppression, et surtout, c'est grave parce que ça va détruire tout le reste. C'est-à-dire Oui. que le capitalisme transforme tout en marché, il détruit les cultures. Le capitalisme, hein, il détruit les paysages, il détruit les cultures, il transforme tout en produit. Le fanatisme religieux, c'est pareil. Le fascisme, c'est pareil. Et le communisme, c'est exactement pareil. Voilà. Et avec l'intelligence artificielle, avec le transhumanisme, avec la génétique et tout ça, là encore, on nous promet le bonheur, le paradis sur Terre, hein, tout ce qui est aussi les monnaies alternatives qui apparaissent, etc. Mais en réalité, on sait que tout ça, ça va être contrôlé par quelques personnes. Et encore une fois, le problème du Verseau, c'est nous libérer d'une tyrannie, mais derrière, mettre une autre tyrannie. Alors ça, c'est la face sombre du Verseau. Mais il y a la face angélique du Verseau aussi, qui lui est vraiment libérateur, mais qui justement ne va pas faire table rase du passé, hein, qui va garder le meilleur du passé et respecter la liberté individuelle. Voilà. Et c'est vraiment ça la réconciliation des opposés, garder le lien à la nature, garder le lien à la culture, à la religion, à l'art, tout ça, et ne pas abolir toutes les capacités humaines, parce que c'est vraiment ça le risque aujourd'hui. On court vraiment le risque d'effondrer l'intelligence humaine, de détruire la planète, parce que l'intelligence artificielle est une catastrophe pour l'eau, pour les énergies, pour tout ça. C'est un monstre qui se nourrit de tout et qui détruit tout pour nous faire vivre dans un monde virtuel. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de numériser le cerveau humain à travers la récolte de toutes les données, par Internet, par le téléphone, par énormément de choses. Et ça, c'est le but de la cybernétique, hein. Norbert Wiener, années 50. Le début de la cybernétique, le but, c'est de collecter toutes les données humaines par tous les moyens, des statistiques, des photographies, des enquêtes, des images, des enregistrements,
Et tout ça va nourrir le big data pour modéliser le cerveau humain et pour rendre l'homme obsolescent, pour le remplacer par des super ordinateurs qui sauront mieux que nous ce qu'on doit manger, qui on doit aimer, hein, comme ce que disait Yuval Noah Harari, qui disait, Oui, mais si j'avais eu un implant dès l'âge de 15 ans, j'aurais su que j'étais homosexuel et j'aurais évité de perdre une dizaine d'années de ma vie. Parce que l'intelligence artificielle aurait compris que je l'étais, il aurait pu me le dire. Voilà. Bon, mais en fait, il y a ce programme, pardon, il y a ce programme chinois qui détermine ceux qui ont un gène de criminel aussi. oui, alors en fait, le truc, c'est qu'on a tous les gènes. Hein, tu le sais mieux que moi en tant que médecin. Quand on va réactiver un gène, qu'on va faire une maladie parce qu'on a été vacciné, hein, et que ça réveille des gènes dormants, on dit oui, c'était génétique, mais tout est génétique. Hein, Et oui, bien sûr. voilà. Et donc à partir de là, la bonne médecine, justement, c'est celle qui ne réactive pas les mauvais gènes. Et précisément, la liberté humaine consiste à changer son épigénétique. Donc il n'y a Oui, pas de fatalité. ouais, ça c'est merveilleux, hein, d'arriver à changer l'influence de l'épigénétique. Voilà, mais ça passe par les émotions, par l'alimentation, par la méditation, par le jeûne, voilà, en traversant des épreuves aussi. Hein, c'est comme ça. Pourquoi on disait qu'on s'anoblissait sur le champ de bataille? C'est que les guerriers qui partaient se sacrifier sur le champ de bataille, hein, quelque part, faisaient franchir des caps, hein, franchissaient des caps au niveau de leurs émotions, de leur courage, de leur corps, et du coup, ils transmettaient ça. Mais c'est pareil pour un artiste, c'est pareil pour un mystique. Voilà. Quand on dépasse ses limites, on modifie sa génétique et on transmet ça à ses descendants. Le problème, c'est que la génétique, justement, nous propose ça tout cuit, à condition de renoncer à notre liberté et à ce qui fait le sens de notre vie. On n'est pas d'accord. On reprend Ouais. sur les images. Alors l'image suivante, tu as réuni 5 personnages. Ouais, alors là, effectivement, ça, c'est important parce que on parle pas mal aujourd'hui de l'anarcho-capitalisme. Alors, qu'est-ce que c'est le libertarianisme? Javier Milei, Elon Musk, etc. Si Macron, d'ailleurs, pouvait vraiment être celui qui pouvait être en France, eh bien, ça serait Javier Milei, hein, il ne faut pas en douter, parce que, alors, je ne parle pas de la corruption, parce qu'il y a beaucoup de corruption, il y avait beaucoup de corruption en Argentine, mais en revanche, il faut voir comment cette corruption s'est installée. C'est comme en Grèce, hein, on dit oui, il y avait beaucoup de corruption, mais on avait endetté la Grèce par les Jeux Olympiques, et puis après on avait parié sur son effondrement. Tu te rappelles de Mario Draghi, qui Oui, était le président de la Banque Centrale Européenne, d'abord à Goldman Sachs, Banque Centrale Européenne, gouvernement italien, Bilderberg. Hein, il truque les comptes de la Grèce, il dit ah, c'est terrible, la Grèce est corrompue, il faut lui faire une thérapie de choc, et là on va tout vendre. Hein, mais le peuple grec lui-même, victime déjà de la corruption de son oui, administration, de ses élites, qui bossent avec les étrangers, hein, et la corruption, ça arrange bien aussi le capitalisme. Et puis d'un coup, on dit bon, mais vous êtes un peuple sous-développé, il vous faut une thérapie de choc. Bon, mais c'est ça aussi qui s'est passé en Argentine, hein, c'est-à-dire qu'on corrompt un pays. Tu te rappelles que l'Argentine est un pays qui a vendu énormément de terres aux États-Unis, hein, où on fait du soja transgénique, où il y a énormément de maladies à cause du Roundup de Monsanto, hein, qui est oui, déversé par avion. Et tout ça, on ne le dit pas. Et après, on dit, ouais, ça se passe mal aux États-Unis. Mais le jour où j'entendais Javier Milei dire du mal des OGM, des pesticides et de ce qui s'est passé dans le passé, là, je dirais qu'il aime son peuple. Hein, mais évidemment, il ne le dira jamais, parce que le but de l'anarcho-capitalisme, tout en se servant de l'État, c'est de détruire toutes les structures de l'État. Il y a un livre de euh, David Friedman, qui était le neveu de Milton Friedman, hein. Je crois que c'est oui, celui qu'on voit en troisième position, là, celui du milieu, Milton, ou alors à droite. Ah non, il est à droite, voilà. Voilà, Milton Friedman, il est à droite. Donc, il a été prix Nobel. C'est le maître à penser des Chicago Boys, de l'université de Rockefeller, hein.
oui, qui ont élaboré le plan Condor pour faire des coups d'État en Amérique du Sud et remplacer les régimes démocratiques par des dictatures ultralibérales. Voilà, dans les années 70, on se rappelle de Pinochet. Hein. oui, Voilà. Il y a un très bon livre qui s'appelle La stratégie du choc de Naomi Klein. Il y a un très bon film aussi qui a été fait sur ça, où on voit, c'est le capitalisme du désastre, où on va vendre totalement l'État, parce qu'on dit que l'État est corrompu, voilà, et derrière, on le vend au privé. Voilà. Et par rapport à la Russie, hein, ça c'est important de prendre l'exemple de la Russie dans les années 90, à l'époque où l'Empire soviétique s'est effondré. Il y a eu le capitalisme du désastre, il y a eu l'anarcho-capitalisme en Russie, hein, et l'espérance de vie est tombée à 45 ans, il y avait du trafic d'armes, d'uranium partout, de la prostitution, les femmes étaient enlevées, plus personne n'était payé, c'était des mafias partout. Voilà. Et ensuite, peu à peu, Poutine, hein, on peut dire ce qu'on veut, moi c'est pas ma tasse de thé, Poutine, hein, mais Poutine, peu à peu, a rendu le pays aux Russes en renationalisant, en payant les gens, etc. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est détesté par les Occidentaux, évidemment, parce qu'il a renationalisé les choses bien au sûr. profit de son peuple. Mais si on veut savoir ce que c'est l'anarcho-capitalisme, hein, qui aujourd'hui on voudrait nous vendre comme une bonne chose euh, en vantant les mérites de Javier Milei, etc., eh bien, qu'on aille voir ce qui s'est passé en Russie dans les années 90. Hein. Parce qu'on ne peut pas d'un côté défendre Poutine et défendre l'anarcho-capitalisme. Parce que Poutine, justement, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais c'est quand même quelqu'un qui se préoccupe beaucoup plus de son peuple que beaucoup d'Occidentaux. Hein. Il se préoccupe de la culture de son peuple, de la souveraineté de son peuple, de l'identité, des choix individuels, de la protection des enfants. Voilà. Même si, encore une fois, on est bien d'accord, ce n'est pas une démocratie, mais par certains côtés, il protège beaucoup plus son peuple que beaucoup de démocraties. Voilà. Donc l'anarcho-capitalisme, ça vise à détruire absolument tout l'État, sauf garder les fonctions soi-disant de défense de la population. Mais en réalité, hein, on va vendre la santé, on va vendre l'éducation, on va vendre les transports, on va tout vendre en fait. Et donc c'est le contraire de Oui, l'idéal du Conseil national de la résistance du général de Gaulle, ces idéaux où on disait, eh bien voilà, ensemble, on va faire une société juste et humaniste. Hein. Là, l'idée, c'est l'argent, 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 c'est tout faire pour l'argent. Et souvent, les anarcho-capitalistes sont transhumanistes. Euh, Javier Milei, il a fait cloner son chien, il en a fait deux chiens, hein, et il leur a donné les noms de deux anarcho-capitalistes. Voilà. oh, C'est aussi quelqu'un, Javier Milei, qui est en guerre ouverte pour le lithium nécessaire, hein, aux voitures électriques et à tout ça, qui est en guerre ouverte contre les peuples indigènes, oui, qui ont déjà subi l'enfer au moment de la colonisation de l'Argentine. Il ne faut pas oublier que là, il y a eu un véritable génocide, hein, des peuples, et en particulier en Argentine, au Chili, où il n'en reste plus. oui. Bon. Donc, c'est pas quelqu'un de gentil, quoi. C'est pas quelqu'un de gentil, et voilà, il ne faut pas s'illusionner, voilà. On nous le brandit comme ça, comme quelqu'un qui est rigolo, etc. Mais en réalité, hein, ce n'est pas un humaniste, c'est un transhumaniste. Et voilà, ce sont des gens qui n'ont pas l'idée justement de la transcendance, hein, et surtout de faire une société où on soit connecté directement à notre partie la plus intime et à la création naturelle. Voilà. Et qui, au contraire, on croit dans l'argent, dans la technologie, etc. Donc, finalement, qui nous éloigne de nous-mêmes. Mais c'est ça le Et puis piège. après, Quand on pense que les gouvernements veulent nettoyer le système, en fait, c'est parce qu'ils veulent le remplacer. oui, oui, c'est ça. Alors, effectivement, tu m'as envoyé la vidéo Oui, c'est de très Dimitri jeune. Là. Legrand qui parle de ça. Dimitri Legrand, il s'appelle. C'est Voilà, extra. effectivement, il résume bien, hein, Oui, mais il faut tout autant se méfier, effectivement, de la version soft qu'on a avec Macron, avec l'Union européenne, ou des mirages qu'il peut y avoir à travers une forme de retour au communisme, hein, le mélanchonisme, etc. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut réconcilier les opposés, hein, mais à ce niveau-là, chacun a sa responsabilité. oui, Voilà. Voilà. Et donc ça, ce sont les grands théoriciens, hein,
Ayn Rand, on en parle souvent, c'est le buste qui a juste à côté de Milton Friedman en 4e position. Ayn Rand, elle a écrit La vertu d'égoïsme. C'était une immigrée russe qui arrivait aux États-Unis. Et alors, elle disait des choses vraies, c'est-à-dire que parfois, sous prétexte de se sacrifier pour les autres, finalement, on ne va pas arriver à se réaliser. C'est-à-dire qu'il dit, mais il y a un égoïsme sacré qui consiste à réaliser sa mission de vie. Mais cet égoïsme sacré, c'est vite fait de dévier, de partir dans des mirages, et finalement de dire, bon, mais moi, je vais à fond dans ça parce que c'est dans ça que je suis bon, sans jamais se préoccuper des conséquences sociales, environnementales, et voilà, de ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est toujours pareil, il faut toujours se poser la question, quelle est la conséquence de mes actes? Et dans l'anarcho-capitalisme, si on étudie vraiment l'utilisation de la technologie, des ressources naturelles, des robots et tout ça, on s'aperçoit que les anarcho-capitalistes, tout en disant qu'ils sont libres, qu'ils mettent aucune limite à la liberté de l'homme, en fait, ils ont besoin d'armées d'esclaves derrière Ben et oui, bien sûr. d'exploitation de la planète. Parce que comment on va extraire le lithium? Ben oui. Comment on va exproprier les peuples? Qui on va faire travailler, etc. On va placer l'argent en bourse. Et ces gens-là qui se disent hyper libres, en réalité, ils dépendent de l'esclavage, de toute une société souterraine dont ils ne parlent jamais. Absolument. Ça, par Ouais. contre, dans les autres pays, ils le savent et c'est pour ça qu'ils sont autant détestés. Et il faut se rappeler quand même cette réalité. C'est vraiment un tour de passe-passe. Alors, tu nous as présenté ensuite la couverture de l'Express vers un nouvel ordre du monde. Alors oui, alors, si tu peux faire descendre, ça c'est juste après la première guerre du Golfe en 1991. Koweït, la reconquête, c'est l'Express. L'Express aujourd'hui, il est en tout point semblable au niveau présentation à The Economist. C'est dans l'Express qu'il y a le fameux éditorial d'Attali, enfin une chronique d'Attali en 2009 où il dit que grâce au virus, on pourrait aller vers un gouvernement mondial, une police mondiale, une collecte mondiale des données. Bon, ouais. Et dans ce numéro de l'Express, c'est juste après la victoire de Bush père au Koweït et il titre Vers un nouvel ordre mondial. Et il y a une table ronde qui est transcrite entre, d'un côté, il y a Edgar Morin, il y a Finkielkraut, il y a Bernard-Henri Lévy et il y a Glucksmann. Voilà. Oui. Et donc, ces 4 personnes-là, laquelle on peut s'apercevoir que, bon, il y a quand même des points communs entre eux, ils ne sont pas uniquement philosophes, et comme par hasard, ils sont là à discuter de ce que le monde va devenir, quel va être le nouvel ordre du monde. Bon, voilà, donc j'en dirai pas plus, mais c'est quand même assez facile à voir. Bon, et du coup, ce nouvel ordre mondial, après, on en a beaucoup parlé, et évidemment, bon, c'est des choses quand même qu'il faut montrer aux débunkers, entre guillemets, et fact-checkers. Oui. Et voilà, donc c'est quelque chose qui a été affirmé et bon, qu'on essaie de réaliser. Et à droite, c'est la fameuse conjonction du 23 septembre 2017, j'ai pas eu le temps de la rechercher en français, mais elle existe en français, où dans le ciel, il y a vraiment eu la configuration décrite dans l'Apocalypse avec la Vierge en train d'accoucher, symboliquement de Jupiter, avec cet amas de planètes et qui correspond totalement à la parole de l'Apocalypse 12-20. Et il a paru un grand... Alors, je ne sais pas si on peut agrandir ça parce que là, j'arrive pas à lire. Voilà, très bien. Et il a paru une grande merveille. Alors là, du coup, voilà. Il a paru une grande merveille dans les cieux, une femme vêtue de soleil. On voit le soleil, la constellation de la Vierge. Là, on passait de la Vierge à la Balance, signe de la justice, de la pesée des morts. Une femme vêtue de soleil et la lune sous ses pieds. On voit que la lune, le 23, était juste en bas de la constellation de la Vierge, avec Jupiter. Et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. On se rappelle que l'Union européenne a eu aussi ce symbolisme. Ils ont récupéré le symbolisme de la Vierge, l'Union européenne. Et elle était en train, and she being with child cried, elle était en train de mettre au monde, elle était dans le travail de l'accouchement, avec un enfant.
et elle peinait pour être délivrée, hein, elle peinait dans le travail de l'accouchement. Et donc vraiment, c'est un immense signe, et on voit, là on est fin 2017, on arrive vraiment dans la période pré-Covid, hein, où toutes les choses se sont révélées, déjà avec, voilà. Ils commençaient à faire leurs expériences à ce moment-là. Hein. Oui, tout à fait. Ben, c'est l'époque où les 11 vaccins sont arrivés en France. One, je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'était 2010, c'était avant le Covid-19. L'event 201, c'était 2019. Ouais, Mais en tout cas, il commençait parce que Macron, c'est la période, enfin, c'est juste après où Macron a dit la bête de l'événement arrive. Tout commence d'abord en Italie. Ils vont commencer les choses d'abord en Italie, tu vois. La stratégie de l'attention, la loge P2, Berlusconi qui rend les gens crétins, la mafia avec la franc-maçonnerie, l'extrême droite, etc., etc. Ensuite, les 11 vaccins qui commencent d'abord en Italie, en 2016, hein, de 2017. Ensuite, en 2018 en France. Ensuite, le Covid qui commence en Italie, avec la 5G en Lombardie. Hein. Ensuite, les biolabs délogés d'Ukraine qui s'installent peu à peu, qui veulent installer en Italie. Hein. Voilà. Donc, l'Italie est une terre d'expérimentation. Hein. Il faut voir. Et là, il y a Giorgia Meloni, hein, qui accueille à grands bras, à bras ouverts Trump, etc. Mais il faut se rappeler que Giorgia Meloni, elle allait chaque semaine, elle allait prendre des ordres auprès de Draghi et de Berlusconi. Hein, quand même. Bon, il ne faut pas trop se faire d'illusions, quoi. Voilà. On passe à la suivante. Oui, tout à fait, ouais. Alors voilà, tout ça pour les. Voilà, Alexandre Adler, ça c'est sur Public Sénat. Le terme Corona apparaît dans un rapport de la CIA dès 2005. Hein, c'était donc dans c'est Public Sénat le 24 mars. Hein, bon, les gens se mettent à rechercher, ils tombent sur ça. Et Alexandre Adler explique que pour la CIA, le terme Corona décrivait l'épidémie ultime. L'épidémie ultime, voilà. Donc en gros, couronné, mais qui va être couronné, hein? Et on note la date 2005. Oui, c'est 2005, voilà. Donc voilà. Après, évidemment, il y a les théoriciens qui disent non, mais tout ça, évidemment. Non, mais en fait, c'est comme une grande histoire, tu sais, comme les dessins de l'enfance où il y avait les petits numéros, et quand tu relis les numéros, le dessin apparaît. Oui, hein. Oui. Voilà, et c'est ça l'histoire. Hein. C'est ça l'histoire. Voilà, on peut passer à la suivante. Voilà, Alexandre Adler, voilà, ok. Alors, lui, c'est Ray Kurzweil, qu'on appelle le pape du transhumanisme, et qui parle de la singularité technologique. C'est le moment où les ordinateurs se mettront à apprendre eux-mêmes, tout seuls, et qu'ils prendront toutes les décisions pour l'humanité. Et c'est ce que lui, il désire. Et le but du transhumanisme, c'est de mettre la conscience humaine dans des robots, et qu'elle soit immortelle, et qu'elle puisse voyager à travers l'espace. En soi, ça peut être fascinant. Hein, voilà, si certaines consciences humaines, pourquoi pas, etc. Mais, voilà, n'oublions jamais la perte de la connexion à l'âme, hein, le piège des labyrinthes, c'est ça le problème. Hein, voilà. Oui. C'est quand même le numéro 2 de Google, et c'est pas quelqu'un qui est vraiment pour la liberté des peuples. Hein. Voilà. Et là, c'était voilà, pour montrer que le cerveau a la forme d'un labyrinthe. Le cerveau a la forme d'un labyrinthe, tu vois, on voit au centre une spirale. Hein. Image, oui. Et ça, ce labyrinthe, est-ce qu'il ne te fait pas penser à quelque chose? Le labyrinthe avec le Minotaure au centre. Ben, oui, à la mythologie. Oui, la mythologie, mais en fait, moi, ça me fait vraiment penser à un QR code. Ah oui, 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 bien sûr. Oui, c'est vrai. Voilà, tu vois? Oui, tout à fait. C'est vrai. Voilà, le QR code, et voilà, avec le carré de Saturne, hein, le Saturne qui représente aussi le pouvoir, le père qui dévore ses enfants. Saturne, c'est le père qui dévore ses enfants, hein, donc c'est quand même le grand maléfique en astrologie. Hein, voilà. Donc ça, on voit le labyrinthe, c'est le transhumanisme. C'est intéressant de s'intéresser au mythe, parce que dans le mythe du Minotaure, c'est Dédale qui est un inventeur génial. Il y a Aziphae, c'est une reine qui est prise d'un désir comme ça face à un taureau. Elle est séduite par le taureau et elle demande à Dédale de lui construire. Elle veut trouver le moyen de s'unir au taureau.
Voilà, hein, c'est assez scabreux. Et Dédale fait en fait, fait une vache en bois qui est extrêmement réaliste. Et le taureau croit s'unir à une vache, et en fait, il s'unit à Pasiphae. Et c'est ça qui engendre le Minotaure. Voilà, donc quelque part, on est déjà dans les choses transhumaines. Et le Minotaure donc, est enfermé dans le labyrinthe, et chaque année doit être nourri par des jeunes, hein, des jeunes Grecs. C'est ce que Thésée tue le Minotaure, on le voit au centre. Mais ce que ça symbolise, c'est que plus on va dans les délires cérébraux, plus on peut engendrer des monstres. Parce qu'en fait, on est déconnecté de la nature, du bon sens. Et ça, on le voit bien, hein, qui veut faire l'ange fait la bête. Souvent, les savants deviennent des savants fous parce qu'ils perdent la dimension du sensible et du bon sens. Voilà. Et ce qui a permis de se sortir du labyrinthe, c'est le fiel d'Ariane. Hein. Ariane, voilà. Oui, Alors ça, c'est le symbole du serpent. Hein. On peut passer, on en a parlé tout à l'heure, le serpent cosmique, hein, par rapport aux chamans qui prennent de l'ayahuasca, qui voient le serpent leur apparaître, les chamans. Hein. Et il y a Jeremy Narby, qui est un biologiste, qui a écrit ce livre, Le serpent cosmique, qui fait le lien entre les deux. Hein. C'est un livre très intéressant. Bon, le symbole du serpent, World Health Organization. Mm. Voilà, là on peut accélérer un petit peu. Et alors, pourquoi j'ai mis, voilà, tu peux monter un petit peu, ça c'est l'arcane du diable, tu sais qu'il y a un arcane androgyne, voilà. On voit qu'il est androgyne, le diable, hein. Oui. Il est hermaphrodite, plutôt il est De la hermaphrodite. poitrine. Voilà. Et quelque part, c'est la tentation aussi, ça c'est un rapport aussi, parce que le transhumanisme, malheureusement, la génétique touche au changement de sexe, hein. Oui. Et ça aussi, c'est cette guerre totale contre la vie qu'on va retrouver dans la tentation de la technologie où on veut tout faire exploser. Voilà. Et donc, c'est pas pour rien qu'on a ce personnage hermaphrodite dans les tarots qui est la tentation. On dit, et toi, est-ce que tu es sûr que tu es vraiment un garçon? Est-ce que tu es sûr que tu es bien une fille, etc. Et du coup, on va amener vers uniquement la notion de plaisir, on va oublier l'amour, et on va perdre pied, on va perdre le rapport au sacré. Hein, voilà. Mais comme on a déjà parlé du wokisme récemment, voilà. Oui. Et donc j'ai mis cette diapositive là sur Golden Holocaust, là on peut faire descendre, parce que tout ce qui se passe par rapport à la manipulation des études sur les vaccins, ça a été démontré pour une étude sur les cigarettes par Robert Proctor, professeur à Stanford, qui a démontré que dans les années 50, les industriels du tabac s'étaient réunis et avaient commandé de fausses études pipées, hein, en fabriquant le doute pour démontrer, entre guillemets, que le tabac, non, n'était pas si nocif et qu'il y avait trop de paramètres et qu'on ne pouvait pas démontrer que c'était ça. Et seulement comme pour le vaccin. Hein. Donc là, il y a eu vraiment une conspiration. C'était en quelle année? Parce qu'on n'a rien inventé avec le vaccin, là, comme tu viens de le dire. Alors, des fausses études, des fausses démonstrations. Cette réunion, elle a eu lieu dans les années 50 et ça a duré 3 ou 4 décennies. Hein. Pendant des années, ils ont trompé les magistrats, etc. etc. Hein. Aujourd'hui, c'est démontré, il y a eu des millions de morts. Voilà, et c'est exactement pareil. Hein. Golden Holocaust, voilà. Robert Proctor, ça, on trouve, c'est traduit en français. Hein. Voilà, il y a même des reportages sur Arte. Donc ça c'est vraiment le cas d'école qu'il faut montrer que oui, bien sûr, il y a des études truquées sur la chloroquine, sur le vaccin. Et alors après, tu nous as présenté 2 couvertures de l'Économiste de l'année dernière et déjà celle de cette année. Oui, alors, pour faire le lien avec l'ère du Verseau, c'est qu'on se rend bien compte que ce qui est en train de se passer aux États-Unis, et pas uniquement aux États-Unis, en Chine aussi, avec la surveillance totale de la population. Hein, voilà. Hier, j'ai entendu un discours du président, ou je ne sais pas quel représentant chinois, qui était à Munich. Il disait d'un côté que les frontières sont sacrées, de l'autre côté, il disait que c'est très mauvais de mettre des barrières douanières avec des taxes, parce que finalement, le capitalisme, il profite à tout le monde. Bon, donc c'est montrer la contradiction de ces gens-là, hein, alors qu'on sait que la Chine est la plus grande dictature du monde. Tout le monde est surveillé, il y a des millions de personnes dans les camps de concentration. Ça a d'abord été l'esclave de l'Occident et aujourd'hui l'esclave est devenu le maître.
Voilà. Et le crédit social est en train d'arriver ici. Donc ceux qui disent que la Chine va libérer l'Afrique, moi j'ai des amis africains, ça les fait amèrement rigoler. Parce que bien sûr que non, ils veulent les ressources. Et voilà. Bon. Alors bref. Alors, en 2024, tu vois, Oui, pourquoi changement. donc il y a d'immenses changements à tous les niveaux, on voit bien. 2024, ça a été la plus grande année d'élection de l'histoire humaine. C'est pour ça qu'il y a les bulletins de vote au centre. Hein. Oui, 1 milliard de personnes, enfin je ne sais pas combien, pas 1 milliard parce que les Indiens sont jeunes, hein, mais des centaines, enfin il y a eu les élections en Inde, il y a eu les élections en Europe, en oui. Russie, aux États-Unis. Voilà. Donc ça a été la plus grande année d'élection de l'histoire. Et tous les peuples, sans exception, ont dit qu'ils voulaient des sociétés davantage traditionnelles, contre le wokisme, contre la destruction de l'identité, contre l'ultralibéralisme. Ça a été la victoire de Trump, de Poutine, de Modi, la montée de l'extrême droite, des souverainistes, je préfère dire des souverainistes, hein, en Occident, en Europe, Oui, etc. Donc là, il y a eu un verdict très fort des peuples, et ça, évidemment, c'est quand même un coup de tonnerre. Hein. Les gens, il faut arrêter de dire qu'ils ne comprennent pas qu'on leur veut du bien, parce qu'ils voient bien qu'on leur veut pas du bien. Hein. oui. Bon, je me C'est rappelle ce que rassurant disait finalement. Bigard. Voilà, je me rappelle quand il y a eu, tu sais, l'élection contre le traité européen, Bigard, il disait alors ouais, les gens sont cons. Alors on dit mais soyez moins cons. Pourquoi vous avez voté contre l'Europe? Vous êtes cons quoi. Voilà. Mais, bon, évidemment. Bref. Et donc voilà pourquoi il y a ça. Hein, donc l'urne au centre avec bon, Poutine et Zelensky, la paix, etc., les bombes, voilà. Et puis les courbes. Après, on pourrait mettre beaucoup de choses, les éoliennes, hein, tout ce qui est énergie renouvelable. Malheureusement, les éoliennes, moi, il y a 20 ans, hein, j'ai oublié de dire que tu vois, j'ai voté toute ma vie à gauche et pour les écolos, mais maintenant je le ferai plus parce qu'à Grenoble, il y a un des pires maires écolos, c'est Éric Piolle, hein, qui est pour le vaccin, qui va manifester avec la Gay Pride, voilà, bon bref, c'est terrible, hein, la vie est en train, c'est une catastrophe. Voilà. Et donc malheureusement, les énergies renouvelables qui ont été trahis, hein, donc il faut revenir en fait à ben, une véritable écologie. Voilà. Et 2025, alors ce qui a tout à fait au sommet, c'est intéressant parce que tu vois, 2024, il y a le sablier. Le Oui, sablier, bien c'est sûr. le temps qui est compté. Et 2025, qu'est-ce qu'il y a au sommet? C'est Saturne. Saturne au Chronos, qui est le dieu du temps. Voilà. Et le grand maléfique, etc. Donc là aussi, hein, il y a quelque chose qui est du domaine aussi ben, du règne de Saturne. Dans la mythologie, on a prédit il y a très longtemps le retour du règne de Saturne avec la Vierge Astrée. Hein, ce serait le retour de l'âge d'or. Hein, mais là, c'est la face lumineuse de Saturne. Voilà, donc ce que je peux dire un petit peu sur ça. Après, je ne l'ai pas énormément étudié. Hein. En bas, il y a Black Lives Matter, le point levé. Oui. Mais on retrouve aussi l'œil, on retrouve le sablier, hein, la Chine. Bon, après, ce sont De des symboles. symboles maçonniques aussi. Enfin, qui ne sont pas que maçonniques, mais voilà. Voilà, là, il y a une sorte de cube, hein, le cube qui est associé aussi à Saturne. La femme, c'est Ursula von der Leyen, je crois, non, qui est Oui, oui, elles me ressemblent beaucoup. voilà. Et puis en bas, donc, il faudrait voir qui est cette dame. Là, ça me rappelle quelque chose. On dirait une sculpture, une peinture romaine ou une mosaïque romaine. Je ne sais pas qui est cette dame. Voilà. Je sais, Et puis, il y a les vaccins aussi, hein, tu vois, bien à sûr. droite. Il y a Ouais. les vaccins, hein, et encore là aussi, les vaccins ADN. J'entendais, je lisais ce matin que il y a un nouveau vaccin qui a été approuvé. Bon, voilà, voilà, Des voilà. nouveaux vaccins qui vont être fabriqués avec l'intelligence artificielle. Oui, voilà, c'est toujours ça. Et là aussi, on a le labyrinthe, l'intelligence artificielle et l'injection derrière. Hein. Et là, derrière, en fait, derrière tout ça, on voit qu'il y a des murs. Hein. Il y a le symbole du mur un peu partout, hein, j'ai l'impression. Ouais. Sur The Economist de 2025, il y a un mur. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par là, si c'est le retour à la guerre froide, parce qu'effectivement, depuis quelques années, on nous a fait revenir à la guerre froide. Hein. Mais voilà, hein, voilà, voilà. Donc, on peut continuer. Oui.
Alors, Alors, Elon Musk. Musk, alors, Musk, bon, là voilà, j'ai voulu mettre ça parce que quand même, il y a cette ressource du lithium, hein. Là, c'est sur un site international. Hein. Elon Musk, c'est le coup d'État bolivien au lithium, la ressource stratégique de l'avenir, hein. Et Musk qui dit We will coup whoever we want, deal with it. Nous ferons des coups d'État contre qui nous voulons, arrangez-vous avec ça. Parce qu'en fait, on a soupçonné Elon Musk d'être derrière le coup d'État qui a cherché à renverser Evo Morales, hein, en Bolivie pour avoir Oui, accès aux ressources de lithium. Il faut savoir qu'il y a d'énormes ressources de lithium aussi en Argentine, hein, mais derrière, ça veut dire aussi beaucoup de pollution, hein. Ça peut être des ravages, hein. Nous, on a évité les gaz de schiste en France grâce à quelques écologistes, mmh. hein. Heureusement, heureusement, parce qu'aujourd'hui, c'est des territoires entiers qui seraient ravagés. Tout ça pour faire quoi? Pour allumer des smartphones, etc. C'est-à-dire que c'est pour nourrir l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment, quand on dit que l'intelligence artificielle, c'est un peu la bête de l'apocalypse, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, elle dévore tout. Elle pompe toutes les ressources naturelles. Elle pompe notre journée, elle pompe notre intelligence. Oui, et puis c'est irréversible surtout. Et ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est irréversible. Ceux qui disent non, mais la Terre s'en remettra, etc., c'est pas Non, vrai. non, non, non. On a bien vu sur là où il y a les éoliennes, là où il y a du goudron pour faire des parkings, des supermarchés, etc. Si on veut les rendre à la terre, ça ne poussera plus. Et même, on n'a pas le droit de faire subir ça à la Terre pour des choses aussi futiles. C'est sûr. Hein, même, voilà, on n'a pas le droit. C'est comme si on disait oui, mais bon, voilà, on frappe un chien tous les jours. Non, mais tu vois, il s'en remet, mais on n'a pas le droit de le faire. Non. Et la Terre elle-même va pouvoir réagir. D'ailleurs, dans l'Apocalypse de Jean, hein, on lit textuellement cette parole je détruirai ceux qui détruisent la Terre. Je détruirai ceux qui détruisent la Terre. On a aussi, c'est la phrase dans l'Évangile heureux les doux, car ils hériteront la terre. Oui. Voilà. Et donc, bon, ça c'est Musk avec cette chanteuse canadienne avec laquelle il a été marié. Il a eu plusieurs enfants. Il faut savoir que Musk a eu quand même recours à la fécondation in vitro, à la mère porteuse. Cette jeune fille, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle a découvert à 15 ans que c'était une sorcière. Hein, elle a dit j'ai découvert ma vocation de sorcière et elle a commencé à jeter des sorts à sa mère. Bon, je ne sais pas si ça a marché, Elle en a la tête, mais hein. voilà. Bon, voilà, donc je veux dire, c'est quand même très contradictoire tout ça, quoi. C'est très, très contradictoire. Je veux Troublant. dire, bon, après le fait que Musk ait une fille qui soit transgenre, voilà. Bon, ça c'est, je veux dire, il a beaucoup d'enfants, c'est pas. Mais Une il faut douzaine, bien je voir par crois. quoi il peut être attiré. Excuse-moi? Une douzaine, je crois. Oui, voilà, D'enfants. il a donné des noms de formules mathématiques à ses Oui, enfants, oui, quoi. oui. Voilà, je veux dire, c'est quand même totalement, je veux dire, parce que ces gens-là adorent la science. Pour eux, la science donne le pouvoir total. Trouver des équations, ça permet de transformer la matière, c'est une forme de génie, et là, c'est la toute-puissance. Bah, c'est Mais lui qui veut derrière aussi, c'est l'épuisement des ressources, et finalement, ben, c'est assez luciférien, quelque part. oui, oui, Moi, oui. Puis je c'est ne dis lui pas qu'il faut. qui veut nous mettre des implants dans la tête, hein. Oui, voilà, nous mettre des implants dans la tête, alors qu'on est déjà connecté. Et surtout, c'est pas être passéiste, vouloir retourner à l'âge des cavernes, c'est pas Mmh. ça. C'est que d'une part, ils ont besoin pour ça de collecter toutes les demandes de l'humanité, d'autre part, toutes les données de l'humanité, d'autre part, ils se permettent, souvent, en fait, ils diffusent une sous-culture, une culture de masse pour les gens, en les utilisant pour récupérer leurs données. Ils jettent des formules à l'emporte-pièce en faisant oublier aussi où est le véritable sens de la vie humaine, en donnant ces mirages, en voulant nous faire vivre dans des dimensions virtuelles, dans des métaverses, finalement, en nous, en nous en mettant notre esprit dans de véritables labyrinthes Oui, et des mondes oui, virtuels. Donc c'est vraiment rajouter déjà que le monde est illusion, comme on dit dans la pensée indienne, le monde des Mayas. oui. Justement, ce qui fait le génie de la méditation, de la voie spirituelle, de la prière, c'est que ça nous fait accéder à la vraie réalité. Tandis que là, ça rajoute encore une toile d'araignée, encore un labyrinthe, encore un mirage, Alors qu'on vit tout en déjà nous dans donnant l'impression que ça nous donne accès à la connaissance universelle. oui, mais on vit dans le Voilà. métavers, Et en plus, c'est on est totalement dépendant de la technologie. qui veut dire métavers, Voilà. ça veut dire mort, hein. Hein. Et donc, en fait, alors que dans la méditation, on est branché sur soi,
On est branché sur soi, on n'a besoin que du souffle, de la prière, etc. Là, on a besoin de la destruction de la planète, de l'esclavagisme des gens, de toutes les données pour alimenter ce mirage. Et donc, c'est là que la tentation est terrible et que le mirage est terrible. On passe à Kennedy, l'image suivante, avant d'aborder Trump et son signe zodiacal. Alors oui, c'est assez extraordinaire. En tout cas, il est clair que les choses qui se passent aujourd'hui, quelque part, elles sont écrites, elles ont été représentées, elles ont été rêvées, on va le voir. Alors, pourquoi j'ai pris cette image? Parce que là, on voit John Fitzgerald Kennedy en train de signer des actes, des lois, comme Trump a fait récemment. Alors, et on voit son frère derrière, qui est le père de Robert F. Kennedy d'aujourd'hui. On ne t'entend plus. Faisons attention quand même, gardons notre discernement. Que, ouais, on est un petit peu... Voilà, ça va. C'était revenu, c'est reparti. Je ne sais pas si toi, tu nous entends. Je pense que ça va revenir. Voilà. Et c'est bon? Oui, c'est bon. Jackie? Oui, oui, très bien. Très bien, voilà. Bon, il suffit de dire très bien pour que ça s'arrête. Oui, donc tu disais que c'était écrit, et là on voit très bien sur ces deux images la transmission, John Fitzgerald Kennedy qui signe ses décrets, et puis sur la photo de droite, son neveu ou son petit-neveu, son neveu qui serre la main de Donald Trump, qui lui vient de signer les décrets également le jour de son investiture, le 21 janvier, je crois. L'image suivante, c'est Donald Trump. Alors là, François-Marie nous a carrément quittés, ce qui m'ennuie bien, parce que j'ai absolument besoin de son interprétation pour l'image qui va suivre. Voilà, François-Marie est revenu. Oui, voilà, donc dans l'image précédente, on voyait Robert Kennedy Jr., le père qu'on appelait Bobby, le père de Robert Kennedy Jr., qui a été assassiné parce qu'il a voulu s'attaquer à la CIA et à la mafia. Il voulait rendre le pouvoir à la population. Vraiment, il voulait aider les plus pauvres des pauvres. Et donc, il a été assassiné parce qu'il connaissait évidemment les affaires que son frère connaissait, etc. Donc, Bobby assassiné en 68, sans doute par quelqu'un sous emprise mentale. Et puis, JFK assassiné en 60, le 22 février, pardon, le 22... 3, je crois. 63, il me semble. Bon, on continue, François-Marie, si tu veux bien, avec l'image suivante. On ne t'entend plus du tout. Alors, j'attends un petit peu, mais c'est très, très frustrant. Tu nous entends, là? François-Marie? Tu es déconnecté, reconnecté peut-être. Voilà. Tu t'es reconnecté, on t'entend parler doucement. Oui, voilà. Donc, je me suis mis, voilà, je me suis mis ailleurs. Merci. Si tu veux bien commenter la photo suivante, le tourne très vite. Le supplément accordé aussi. Donc voilà, j'aimerais que Ah oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Alors, Trump, voilà. Robert Kennedy Jr., au contraire, c'est le côté vraiment âme, qui lui, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est vraiment le. Il dit lui-même qu'il a une vie mouvementée. Alors, Trump, en fait, est vraiment là. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est déjà son nom qui veut dire le triomphe. Oui. Triomphe. Et on va voir les cartes du tarot qui sont liées à ça. Tu peux passer aux suivantes. 22 novembre 63, oui, la mort de JFK. Ah oui. Voilà. Et son thème astral, donc il est né le 14 juin 1946.
14, 6, 20, 1946, 9 et 1, 10, 4, 14 et 6, 20. Donc c'est vraiment lié à une carte qui s'appelle le jugement dans les tarots, hein, 20, 20. Il est lié au 14. Voilà. Donc on va voir le symbolisme de ces cartes. On peut passer aux suivantes. Ce sont les cartes du tarot. Le jugement, le chariot et la tempérance. Alors, je voudrais vraiment avoir l'interprétation de François-Marie. Est-ce que... Ton micro est éteint. Ton micro est éteint, François-Marie. Voilà. Voilà. Oui, voilà. Dans la carte 20, on voit un ange en train de sonner de la trompette. Et le deuxième sens, alors Trump, ça veut dire à la fois l'atout, ce qui sert à couper. Hein, oui. Trump card, la carte maître, hein, un peu comme à n'importe quand il se permet de couper, de dire n'importe quoi ou de dire des choses qui choquent, etc. Il y a vraiment ce côté atout maître, hein, partout où il débarque. En se rappelant que son nom dérive du mot triomphe. Donc c'est quand même assez marrant quand même. Oui, c'est Et bien. on voit là hein, l'ange qui joue de la trompette, tu vois. Voilà. Et Trump, ça se dit trompette aussi. Hein. Oui. Trump se traduit par trompette. Et c'est l'arcane 20. On voit que 14 et 6, 20, 1946, ça fait 20. Donc il est doublement marqué par l'arcane 20, qui est l'arcane du début de l'Apocalypse, puisqu'en fait c'est la résurrection des morts. C'est l'ange qui joue de la trompette, tu vois. Oui, hein oui, oui. Voilà. Il sonne de la trompette et c'est la résurrection des morts. On voit qu'il sort avec ses cheveux bleus, qui font aussi penser à cette mode qu'on a dans le wokisme de se teindre les cheveux en bleu, qui est assez récente. La deuxième carte très importante pour Trump, c'est la carte numéro 7, parce que quand on fait la somme de toutes les lettres de son nom, on obtient toujours 7. Hein. Donald John Trump. 4 et un 5 et 2 7, hein, parce que chaque lettre correspond à un nombre. Et la carte 7, là à nouveau, c'est le chariot du vainqueur. Hein. Trump, le triomphe, on l'appelle aussi le triomphe. Et là aussi, on a un roi hein, avec une couronne et celui qui est avec les deux chevaux. Hein. Et ça correspond vraiment au chariot, voilà, à la carte. Hein, ça. Et puis, on a la carte 14, parce qu'on a vu que le 14 est très importante. C'est l'ange de la tempérance. L'ange de la tempérance, parce que, justement, c'est l'idée de la réconciliation des opposés. On voit que dans ces trois cartes, il y a toujours une dualité qu'il faut réconcilier. C'est-à-dire que, quelque part, Trump, ça serait le personnage au centre du chariot, le roi. Oui. Et d'un côté, il y a Musk, de l'autre côté, il y a Robert Kennedy Jr., le côté transhumain, etc., autiste Asperger, etc., de l'autre côté, l'homme très humaniste, hein, même si Robert Kennedy Jr. dit hein, lui-même que si tous les cadavres, si tous les squelettes qu'il a dans le placard pouvaient parler, il serait élu tout de suite, hein, parce qu'il ne ment pas sur lui. Hein, voilà. Et avec la tempérance, là aussi, c'est l'idée de réconcilier les opposés, tu vois, ce qu'on disait au début, de faire passer, c'est aussi le verso, faire passer le flot d'un côté et de l'autre, hein, c'est vraiment arriver à mélanger la tradition et l'innovation. Et nous, ce qu'on voudrait qu'il se passe. C'est vrai que tempérance, on ne pense pas du tout à Donald Trump hein, quand on voit cette carte. Et non, mais disons que en même temps, tu vois, Trump, si on regarde, bon, il est très contradictoire. C'est un Gémeaux, très contradictoire. Mais en même temps, tu vois, il y a des valeurs traditionnelles chez lui et de bon sens, finalement, qui sont plus démocratiques que les valeurs des démocrates. Quand on voit que finalement, il met des frontières, il met des barrières douanières, il veut arrêter les guerres, etc. Et derrière ça, eh bien voilà, il a aussi ces trucs ultra-capitalistes, etc., etc. Donc c'est l'idée d'arriver à concilier deux. Je ne dis pas qu'il y arrive, hein, c'est son côté contradictoire, mais c'est ce vers quoi il faut aller dans l'ère du Verseau. Et cet ange symbolise aussi l'ère du Verseau. Voilà, donc on peut continuer. Voilà, alors là, ça va vraiment être voilà, un peu rapide, hein, parce qu'il y a tout un symbolisme à Washington, effectivement. Les États-Unis se sont considérés comme la nouvelle Rome. Alors, on peut lire ce livre de Dan Brown. Hein. Ça a été une république maçonnique comme la République française. Hein.
1776, Révolution américaine, 1789, Révolution française, et c'était des républiques maçonniques. Pas que maçonniques, hein, après il y en avait qui partent. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Et là, donc, ce que montre l'auteur du livre Les Zodiaques secrets de Washington, est-ce que la ville des étoiles a été planifiée par les maçons? C'est qu'ils ont tout fait sur la constellation du Bouvier. Hein, donc ça demanderait des développements, mais sur l'idée de Arcturus. Et d'ailleurs, je crois que le dernier vaccin, là, je ne sais pas s'il n'a pas comme nom de code Arcturus ou un truc comme ça. Là aussi, il y a l'idée de la restauration du roi Arthur. Hein. Mais le vrai roi Arthur, justement, ce n'est pas la technologie, c'est notre âme et notre souveraineté. Hein. On peut continuer. Alors oui, ça c'est la prophétie des guerriers arc-en-ciel qui n'a rien à voir avec le wokisme. L'arc-en-ciel, c'est l'union du ciel et de la terre. L'union entre Dieu et les hommes dans la Genèse. Hein. Voilà. Mais donc c'est une prophétie chez les Indes d'Amérique. Là aussi, c'est la réconciliation de tous les peuples hein, et tout le monde qui se réconcilie avec la planète. Les Rainbow Warriors. Si Greenpeace a donné son nom à ça, c'est parce que c'est une prophétie des guerriers arc-en-ciel. Et là, donc, à droite, c'était les premières colonies des États-Unis hein, qui ont fait l'indépendance des États-Unis. Voilà. On peut passer, on arrive bientôt à la fin. Oui. Voilà, hein, la constellation du Bouvier, on peut remonter un peu encore, voilà, et la forme de Washington faite sur la constellation du Bouvier. Hein. Et là, on voit George Washington hein, en train de fonder la ville de Washington, voilà, et le premier plan de Washington au début. Donc, on voit que c'était quelque part une ville à l'image du ciel, et beaucoup de villes sacrées dans le passé hein, ont été faites à l'image des constellations, en rapport avec les Pléiades, ou d'autres constellations voilà, qui étaient liées à la mythologie et au peuple des étoiles éventuellement. On peut passer à la 23. Voilà, alors ça c'est important. Hein. On appelle ça un vesica piscis, c'est la fameuse mandorle. Et là c'est sur l'esplanade de Washington, hein, The Mall. Et c'est récent, parce que tu vois, dans une ancienne photo, à gauche, on voyait qu'il n'y avait pas ça. Oui. Et ça a été fait, ça. Alors, pourquoi ils ont mis cet obélisque à la rencontre des deux cercles? Parce que c'est l'image sacrée, précisément, de la rencontre des mondes et du fait de sortir de la dualité et de réconcilier les opposés. Mais dans les cathédrales, on voit aussi le Christ au centre de la mandorle. Oui. Voilà. Et là, c'est l'idée que Washington doit être le centre du monde et le centre du pouvoir du monde. Parce que les États-Unis ont cette idée de la destinée manifeste, comme quoi ils auraient la mission divine de gouverner le monde. Voilà. Sauf que ce sont des hommes, hein, et voilà, donc il faut pas s'illusionner. Voilà, ce sont des hommes et il faut leur mettre aussi le nez dans leurs erreurs, parce que c'est comme l'idée que le pape soit totalement infaillible, ça c'est un dogme, c'est pas vrai. Et donc, tu vois, on passe de cette mandorle de Washington à la carte 21 du tarot. Oui. Le monde, on va retrouver dans la mandorle du Christ. Hein. C'est pour ça que il faut surtout pas dire oui, le tarot c'est diabolique, Dieu a dit que les arts divinatoires sont diaboliques. Moi, j'utilise pas le tarot pour la divination. Non, non. C'est une leçon de vie, hein, c'est un parcours. C'est ça. En fait, c'est comme des visions, exactement comme les paraboles du Christ. Dans les 22 lames du tarot, on a les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, oui, qui elles-mêmes sont le résumé des hiéroglyphes égyptiens. Ça, ce sont des rabbins comme Mark-Alain Waknin qui le racontent. Hein. Donc, il n'y a rien de diabolique. Parce que si on prend l'Ancien Testament à la lettre, à ce moment-là, il faudrait lapider les femmes, puisque c'est marqué dans l'Ancien Testament. Donc, ceux qui disent l'Ancien Testament, voilà, c'est diabolique, etc., l'astrologie, etc., je dis attention. Si vous prenez tout à la lettre, à ce moment-là, le Christ n'est pas le Messie, voilà. Bon, bref, ouais. donc, il faut avoir du discernement. Voilà. Et donc, on voit, tu vois, là, l'arcane 21, c'est le retour du Christ en gloire, les 4 animaux d'Ézéchiel et de l'Apocalypse. Oui. Et donc, il y a cette idée messianique chez Trump, chez les États-Unis. Alors, Sainta Depuis, qui est journaliste, hein, a très bien montré qu'il y a quand même vraiment l'idée d'aboutissement d'un projet entre les néoconservateurs américains, Israël, hein,
aussi à travers Trump, qui est l'ami à 300% d'Israël. Alors, moi, je distingue le droit des Israéliens à vivre en Israël, mais le droit des Palestiniens aussi à vivre dignement. Et là, ce qui se passe en Israël, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est enfermer les Indiens dans des réserves, leur laisser les pires terres, et puis dire que de toute façon, ils font partie du passé et que nous, on incarne la volonté divine. Donc, attention à ça. Là aussi, s'il y a un Dieu, c'est le Dieu de tous. On ne peut pas dire qu'il y a comme ça des peuples qui sont plus élus que les autres. Il faut revenir au message de l'Évangile, qui fait le message de l'Évangile, c'est que tous les hommes peuvent être sauvés. On n'est pas sauvé par sa naissance, ni par la connaissance de la loi. On est sauvé par l'amour et par la connaissance et le sacrifice pour l'humanité. C'est formidable. Merci François-Marie, parce que d'abord tu as respecté le temps. On aurait volontiers aimé t'écouter encore beaucoup plus longtemps. Tu parlais de la segmentation des savoirs, et ben toi, c'est pas du tout le cas. Tu as fait une synthèse magistrale qui m'a en tout cas, mais je pense nous a tous passionnés, et j'espère que tu reviendras parce qu'on a encore beaucoup de points à approfondir et on aimerait beaucoup t'entendre sur les sujets qui ont été effleurés, mais il fallait bien faire une synthèse drastique. Avec plaisir, oui. Et voilà, et ce que je dois dire en conclusion, pour fermer la boucle, c'est que donc les mythes sont très importants. Les mythes sont comme des rêves prémonitoires des peuples. Et si les peuples se les transmettent à travers les siècles, parfois des millénaires, comme les prophéties, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre de notre âme, de notre passé et de notre avenir. Je terminerai par ça, le mythe d'Œdipe, lié au coronavirus,Œdipe Macron,Œdipe qui tue son père, symboliquement Mitterrand, le Sphinx, qui prend sa place devant la pyramide d'Égypte, devant la pyramide du Louvre, qui épouse sa mère. Révélateur. Le père d'Œdipe, c'était Laios, qu'on appelait le père des pédophiles, parce qu'il avait violé quelqu'un, et la fille d'Œdipe, c'était Antigone, à qui on voulait empêcher d'enterrer ses morts. Voilà. Donc on voit que le mythe est toujours prêt à ressurgir et à nous éclairer sur les personnes qui sont là. Donc il ne faut jamais laisser une personne soit avec une théorie politique, soit une théorie scientifique, soit une théorie religieuse. Il ne faut jamais laisser quelqu'un nous entraîner dans le labyrinthe de sa logique, déconnecté du réel. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours utiliser différents outils, parce que les choses s'expliquent les unes les autres. Il faut voir ce qui se passait ailleurs au même moment, quelles sont les conséquences de nos modes de vie ici, sous quelles conditions on peut vivre ce qu'on vit ici, et toujours suivre la traçabilité parce qu'on cherche à effacer la mémoire. Donc ne laissons pas notre mémoire être effacée. C'est toute la force des mythes et des symboles, et quels qu'ils soient, nous appellent, répondent à chacun d'entre nous, à chacun de choisir le symbole qui lui correspond souvent, et les mythes réunissent tout ça. Et merci de le souligner, et merci pour ce brillant exposé. On a vraiment envie d'en savoir plus. Merci François-Marie. Merci Jackie, et merci à Eric à la technique et à TVA2P, et TVA2P qui permet une parole libre. Merci, c'était vraiment un plaisir. Et vous, chers amis auditeurs, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.